à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui démontre tous les jours que le business et l'engagement écologique et sociétal sont compatibles, n'est-ce pas Émilie? Absolument Thomas, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Au sommaire de ce vendredi, l'invité de Smart Impact, c'est Marion Chêne, la directrice de la communication du groupe LBA. Leur actualité, ce sont ces bornes automatiques de gel hydroalcoolique ou de gel bio qu'ils installent dans nos villes. Le débat RSE porte sur l'univers de la parfumerie. La question de la transparence des produits sera au cœur de nos discussions. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Phoenix qui propose des solutions concrètes pour lutter contre le gaspillage alimentaire, sécurité sanitaire, parfumerie, alimentation, 3 grands thèmes, 30 minutes pour les décortiquer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Marion Chêne, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de la communication du groupe LBA. C'est quoi votre cœur de métier? Vous avez réuni plusieurs entreprises, c'est ça? Oui, alors nous on a finalement 2 cœurs de métier, puisqu'aujourd'hui le groupe LBA c'est aussi le résultat d'une fusion entre 2 leaders français. Le premier, donc, c'est la barrière automatique, dont le cœur de métier, évidemment, sont les barrières automatiques. Notamment les barrières de péage. Exactement, ouais. Qui a aussi été un des marchés sur lesquels on a réussi à s'imposer grâce à des brevets et qui nous a permis de nous lancer à l'international. Et le second, plutôt sur notre marque Amco, les escamotables, qui eux sont spécialistes et inventeurs de la borne escamotable, donc sur des produits plutôt de sécurité, des produits anti-véhicules béliers et des obstacles de défense. Bon, je ne vous raconterai pas comment j'ai détruit une voiture de location avec une borne escamotable à Cordoue, mais c'est une belle histoire. LBA Group, c'est 130 salariés, un chiffre d'affaires de presque 30 millions d'euros en 2019, plus de 30 ans d'existence, entreprise détenue à 90% par des actifs familiaux et à 10% par les salariés. Alors, d'une certaine façon, vous êtes des experts en sécurité. Et ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment vous avez réagi au début de la crise sanitaire, pendant le confinement. Vous vous êtes dit, il faut qu'on participe, il faut qu'on crée quelque chose? Effectivement, on a tous été confrontés à ce confinement, à toutes ces contraintes, et il a fallu réagir vite. C'est aussi une particularité du groupe LBA. On est aujourd'hui une PME extrêmement dynamique. On a pour priorité de mettre en avant la flexibilité, la réactivité de nos équipes. C'est ça qui fait aussi notre force aujourd'hui sur notre marché, sur notre façon de travailler. Et du coup, on a décidé de mettre à profit ce temps qui nous a été imposé. Alors, d'une part, pour faire tourner nos ateliers, préserver les emplois, et puis faire marcher les cerveaux un petit peu à notre bureau d'études et se dire, bon, bah, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut participer, d'une part, à l'effort collectif et éventuellement à la reprise, que ce soit économique, que ce soit aussi la reprise, on va dire, mentale des gens, et comment est-ce qu'on peut participer à faire en sorte que... Mais c'est ça, il faut être très réactif, parce qu'il faut embarquer toute son équipe, c'est ça? C'est ça. Et ça représente combien de salariés? On l'a dit, 130 personnes. 130 personnes. Donc quand même, il faut être... Alors déjà, on a réussi à se mobiliser malgré le télétravail, parce que c'est vrai que c'est aussi une organisation à absorber rapidement et à essayer de trouver des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de travailler. Et évidemment, les technologies nous ont beaucoup aidés. Et donc, vous créez en 3 semaines, une borne ou un totem de distribution de gel, c'est ça? Exactement. En 3 semaines? En 3 semaines. En 3 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est concepteurs. Oui, c'est pas du gel capillaire. Merci beaucoup. Nous, on est concepteurs et fabricants et on fabrique tout en France. Donc, on a aussi cette facilité d'avoir une proximité locale. On encourage les circuits courts. Ça nous permet aussi d'aller vite et on s'appuie aussi sur ces partenariats de longue durée. Aujourd'hui, on a 35 ans d'expérience, donc on arrive aussi à se faire confiance et à s'appuyer sur notre réseau. Comment vous avez fait pour trouver les matériaux, les éléments utiles pour créer ces bornes, du coup? Alors nous, on a une vraie logique aujourd'hui d'économie circulaire et c'est ce qu'on appelle chez nous l'éco-conception. Alors on ne s'est pas dit un jour, on va faire de l'éco-conception parce que c'est bien, parce qu'on va en faire un avantage concurrentiel, mais c'était vraiment du bon sens et de la logique, et ça depuis le tout début de la création de l'entreprise. Nous, notre logique, c'est vraiment de dire less is more, c'est-à-dire utiliser le bon produit, la bonne quantité de matériaux au bon endroit et au bon moment, et éviter la surconsommation de matériaux. Alors concrètement, ça donne quoi pour créer ces bornes, par exemple? Alors, du coup, dans cette dynamique-là, on avait ce besoin d'être actif et on avait aussi pas mal de stocks sur des fûts, ce qu'on appelle les fûts, donc les totems en acier, sur nos bornes urbaines. En parallèle, on a été consulté par la métropole de Lyon sur un projet pour les accompagner justement
dans la crise et avoir une réponse aujourd'hui d'urgence sur comment est-ce qu'on arrive à installer des habitudes d'hygiène des mains, comment est-ce qu'on accompagne les citoyens de la métropole de Lyon sur cette dynamique-là. Et on a travaillé en co-création avec eux. Et donc, on s'est dit, puisqu'on a des stocks et puisqu'on est expert là-dedans, comment est-ce qu'on arrive à transformer le produit? Aujourd'hui, on a une vraie volonté d'avoir un produit qui est durable, qui est réversible, qui est écologique. Et tout ça, c'est aussi appuyé sur la base de nos produits de bornes urbaines. Parce qu'aujourd'hui, nos bornes, elles sont en acier. On a une vraie... Elles servent à quoi avant d'être utilisées à la base, pour le gel hydroalcoolique? alors, en l'occurrence, pour ces bornes-là, c'était des bornes de distribution d'énergie. On équipe les municipalités, la SNCF et pas mal de marchés privés également sur la distribution d'eau et d'électricité dans les espaces urbains. Donc nous, on est spécialiste de l'outdoor, on fait que des produits qui vont à l'extérieur. Et c'est ça l'intérêt de ce produit, c'est pour ça qu'il est durable, c'est qu'il est, il est conçu pour l'extérieur, il est conçu pour un usage de longue durée. Et alors du coup, comment vous avez fait pour... Vous avez créé du coup du gel hydroalcoolique dans vos ateliers, c'est ça qui s'est passé? Alors non, nous, on n'est pas fabricant de gel, on n'est pas fabricant de solutions virucides, mais par contre, on est distributeur, on est fabricant du produit. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui en plus est complètement modulable et qui s'adapte à n'importe quelle solution. Donc aujourd'hui, on peut y mettre du gel hydroalcoolique. On propose, nous, des solutions virucides qu'on met à l'intérieur avec le produit, mais nos clients sont tout à fait libres de mettre la solution qu'ils veulent à l'intérieur. Ils mettent eux-mêmes. Mais les villes, on peut peut-être faire la liste des villes qui utilisent déjà vos bornes ou celles avec qui vous êtes en train de discuter pour les installer. Alors, on a pas mal de projets, effectivement, en pourparlers. Pourquoi ? Parce que beaucoup de municipalités, beaucoup de boutiques, beaucoup de centres-villes se sont équipés dans l'urgence avec des produits qui sont finalement éphémères, qui étaient évidemment bon marché et qui ont permis d'être livrés rapidement. Et aujourd'hui, on se rend compte, après 4 mois de crise, que ces produits-là ont généré des déchets, ils sont plus forcément efficaces, ils n'étaient pas assez robustes. Et on arrive du coup à conquérir ces marchés avec notre produit qui, nous, est fait pour cet usage-là. Donc vous êtes déjà présent où ? Donc sur la métropole de Lyon, on en a installé dans le stade de Lille pour le LOSC, on en installe dans les établissements scolaires. On est assez varié en fait, et surtout ce qui est un peu compliqué pour nous, c'est de savoir exactement où est-ce qu'elles sont installées, parce que nous on a un modèle de distribution qui est basé sur le réseau d'installateurs avec lequel on travaille. Donc on ne sait pas toujours où est-ce qu'ils les installent. Vous n'avez pas mis une puce ? Repérer vos bornes. On n'est pas encore là. Par contre, on est dans des vraies co-concertations. On essaye de récupérer. Du coup, combien de bornes? Vous savez combien de bornes vous en avez distribuées, installées? On en a vendu quelques milliers, également à l'international. Aujourd'hui, quantifier exactement, je ne saurais pas vous dire, mais c'est vrai qu'on est en plus là dans une dynamique, comme je vous disais, qui bouge et ça risque de... Mais je trouve quand même que les municipalités, forcément, il y avait une urgence, on réagit assez vite. Il n'y a pas d'appel d'offres à passer pour un contrat comme celui-là, parce que là, on peut rentrer dans une complication et dans une longueur de temps d'une autre dimension. Alors, c'est vrai que c'est toujours compliqué à partir du moment où on est dans l'espace public et on est sujet effectivement à des process d'achat qui peuvent être longs. Évidemment, sur ce sujet-là, les municipalités et les gouvernements ont fait en sorte que puissent accélérer les choses. Et je crois, il y a 3 semaines, les 10 plus grosses villes municipalités de France ont été fortement incitées à s'équiper sur tout un tas de gestes barrières et notamment la mise à disposition de solutions virucides. Donc effectivement, on entre dans ces cadres-là. Et après, sur la spécificité des marchés publics, je ne pourrais pas entrer. Et alors, concernant vos engagements RSE, on a vu que vous étiez engagé sur tout ce qui était éco-conception. Et quels sont les autres? Donc, vous avez mobilisé aussi vos salariés. Donc, on a vu qu'il y a une politique sociale qui a l'air d'être quand même très forte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos différents engagements environnementaux, sociaux et sociétaux? Alors, comme je vous le disais, nous, on est industriel éco-responsable, mais un petit peu sans le savoir, parce que c'était pour nous une logique vraiment de bon sens et puis de... Et, au-delà de l'économie, c'était aussi de faire les choses logiques pour nous. Donc ça passe par l'éco-conception, mais on a aussi mis en place toute une série d'actions et de leviers dans nos process d'industrialisation. Et c'est là où on peut aussi beaucoup plus quantifier l'impact direct qu'on a sur notre environnement. On a mis en place, par exemple, des systèmes de livraison groupée.
avec nos fournisseurs. L'idée, c'est quoi? C'est d'optimiser le taux de remplissage des camions, diminuer le nombre de livraisons et faire en sorte d'avoir des livraisons qui limitent du coup leur empreinte carbone. Donc, on diminue tout ça. L'avantage aussi, ça nous a permis de supprimer toutes les palettes intermédiaires de transport, puisqu'en rationalisant, on en avait besoin de moins, et donc on diminue tout ça. On a diminué notre consommation de plastique thermorétractable liée à ces livraisons. Et là, on est en train de finaliser avec nos fournisseurs, notamment sur les livraisons de produits consommables, notamment les visseries, la suppression de tous les emballages à usage unique pour nos livraisons. Comment ça se présente? On a opté pour des caisses en plastique recyclé et recyclable qui nous sont livrées toutes les semaines. Chaque semaine, ils nous livrent une caisse pleine et récupèrent une caisse vide. Donc, ils sont alertés en plus quand on a pris la caisse qui vient de se terminer. En fait, exactement. Et du coup, on a mis en place ce système de rotation qui nous a permis, en tout cas on est en train de finaliser, mais qui va nous permettre de supprimer tous ces emballages intermédiaires à usage unique. Je reviens à la question du gel hydroalcoolique, parce que sur votre site, j'ai vu qu'il y avait aussi du gel bio. Oui. Alors c'est quoi ça? Alors c'est pas bio, c'est biodégradable. Aujourd'hui, on est aussi en partenariat avec une solution du coup, qui est naturelle, sans alcool et non irritante. Pourquoi on a aussi proposé cette solution-là? Parce qu'aujourd'hui, les ERP, les établissements qui reçoivent du public, notamment les hôpitaux, les musées, tout ce qui est très codifié, n'ont pas le droit d'installer du gel hydroalcoolique à l'intérieur. Donc nous, notre produit est fait pour l'extérieur, mais qui peut le plus, peut le moins, on peut aussi l'installer à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on propose cette solution virucide pour pouvoir coller à la norme. Aussi efficace, bien sûr, que évidemment un gel hydroalcoolique. Dernière question, parce que dans votre métier, il y a aussi donc ces barrières de protection, ces bornes, etc. Ce mobilier urbain de sécurité qui est souvent assez moche, est-ce que, enfin c'est comme ça que je le ressens, est-ce que vous avez intégré cette notion-là, quoi, essayer de mettre un peu de design dans ce mobilier-là? Oui. C'est exactement le postulat à partir duquel on a développé notre gamme, notre marque Security by Design. Le principe, c'est quoi? C'est que, on barricadise nos villes, on installe de plus en plus d'objets sécuritaires qui, effectivement, ne sont pas beaux. Et on est devant la Tour Eiffel, on est derrière ce magnifique mur de verre et on se rend compte qu'il y a une ribambelle de bornes alignées et qui nous rappelle constamment qu'il y a un risque et qu'on a ce sentiment anxiogène que peut-être il peut se passer quelque chose. Dans cette même volonté de dire less is more, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à avoir des objets multifonctions? C'est-à-dire que nous, on a développé le concept d'habillage qui vient de se mettre par-dessus ces bornes, d'une part pour les cacher, d'autre part conserver la fonction première qui est vraiment la protection anti-véhicule bélier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bornes qui sont à l'intérieur sont crash-testées, donc en conditions réelles avec des camions. Donc c'est du camouflage en fait, c'est ça? Le principe de base, c'est ça. Et on s'est dit, du coup, pourquoi ne pas utiliser ces habillages pour faire autre chose? Donc, sur le matériau, sur la forme, et en faire quelque chose qui soit connecté, qui soit du mobilier urbain, qui soit utile pour les citoyens. Merci beaucoup. Merci Marion Chesne, à bientôt. Merci à vous. Sur Bismart, tout de suite, notre débat sur la parfumerie, transparence et RSE. Quelle démarche RSE pour les acteurs de la parfumerie? C'est le sujet du débat du jour. Nous allons parler avec deux invités, dont une en plateau et une en visio. En plateau, c'est vous, Marie-Hortense Varin. Vous êtes présidente de Bastille Parfum, une parfumerie parisienne, pas comme les autres. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler tout de suite de ce que vous faites. Et nous sommes également en visio avec Antigone Schilling. Bonjour Antigone, vous êtes journaliste spécialisée sur le secteur de la parfumerie depuis de nombreuses années. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, c'est une de mes spécialités et une passion. Bon, merci infiniment d'être avec nous. Je commence tout de suite avec vous, Marie-Hortense Varin. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter Bastille Parfum? Oui, tout à fait. Alors, Bastille, c'est une maison de parfum, en fait. Donc, c'est une marque de parfum que j'ai créée il y a un petit peu moins d'1 an. Et en fait, on est parti d'un constat assez simple. Le parfum est très en retard par rapport à d'autres secteurs de la beauté et notamment aux cosmétiques, en ce qui concerne le naturel et la transparence. Et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de pouvoir avoir en fait une alternative à des parfums conventionnels qui souvent sont opaques sur leur formulation, on en parlera peut-être, et qui sont également très largement synthétiques. Donc
Voilà, Bastille, c'est l'envie un petit peu de révolutionner la façon dont la parfumerie fonctionne. Et on a créé une gamme de 5 parfums qu'on fabrique en France et qui sont donc naturels et 100% transparents sur leurs ingrédients. Alors justement, vous misez sur la transparence, c'est l'un de vos principaux engagements? Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le parfum, c'est une spécificité juridique. En fait, c'est le seul produit de beauté qui n'a pas besoin de vous révéler sa liste d'ingrédients. Donc, si vous regardez au dos, en fait, d'une étiquette, que ce soit un flacon de parfum ou peut-être même dans votre gel douche où il y a du parfum, vous allez avoir, on va vous dire, il y a de l'alcool. Il y a quelques allergènes qui sont obligatoirement mentionnés et il y a ce fameux mot valise, parfum, fragrance, qu'on voit souvent écrit en anglais. Et ce mot-là, en fait, contient lui-même de 50, 100, parfois 200 ingrédients qui ne sont pas portés à la connaissance du public. Alors, c'est quelque chose de très ancien. C'est une façon, en fait, c'est la façon dont le marché de la parfumerie fonctionne depuis toujours. Moi, ça me paraissait assez impensable qu'en 2020, à l'heure où on a de la traçabilité et de la transparence sur ce qu'on met dans nos assiettes, sur les couches des bébés, sur ce qu'on met sur notre peau, dans nos cosmétiques, il nous manque ça sur un produit qui est en fait dans la routine de millions de Français qui se parfument chaque jour, qu'on ne rince pas en plus. Et c'était très important pour moi de pouvoir en fait exposer l'ensemble de nos ingrédients. Donc non seulement on les liste sur notre site web, mais on est très clair et on est pédagogique aussi en expliquant les 95% d'ingrédients naturels, quels sont-ils, et les 5% d'ingrédients de synthèse, parce que j'y reviendrai, on a également un tout petit peu d'ingrédients de synthèse clean. Quels sont-ils également? On fait la différence entre les deux et on explique de quoi il s'agit. Antigone, Schilling, peut-être un mot de cette marque de Bastille Parfum et puis effectivement de ce constat, l'opacité du secteur. Vous confirmez que c'est une constante du métier de parfumeur depuis longtemps? Moi, j'irai pas jusqu'à dire opacité, parce que je pense quand même aujourd'hui on a les moyens de connaître tous les ingrédients. Après, moi, je reviens quand même sur un point qui me paraît important. Je comprends tout à fait la démarche de Bastille et elle est extrêmement intéressante, mais il ne faut pas penser non plus que les naturels, c'est une espèce de panacée universelle, alors que c'est souvent avec les naturels qu'on a davantage de problèmes, notamment les problèmes d'allergènes, plutôt que par rapport au synthétique. Pour moi, la parfumerie doit être un subtil jeu entre naturel et synthétique. Et aujourd'hui, dans une démarche éthique, mais je trouve que le secteur est quand même en train de s'ouvrir et de devenir de plus en plus éco-responsable. Alors effectivement, c'est intéressant ça. Est-ce que vos produits sont potentiellement plus allergènes parce que moins synthétiques? Alors, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a deux choses dans ce que vient de citer Antigone. Et merci pour cette intervention. Je pense que c'est important, effectivement, de différencier les sujets. Il y a le sujet de est-ce que c'est bon pour moi, pour ma peau? Et il y a le sujet de est-ce que c'est bon pour la planète? Et nous, on n'en fait pas une religion du naturel, puisque si on avait fait ça, on aurait fait du 100% naturel. Et on ne l'a pas fait, on a fait 95. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que c'est un seuil minimal à partir duquel on peut appeler un produit naturel. Donc une eau de parfum, elle est naturelle à partir de 95% d'ingrédients naturels. Et d'un côté, alors il y a ce que vient de mentionner Antigone, donc les allergènes. Les allergènes, ça concerne une toute petite partie de la population. Ça va être, par exemple, de la même façon que si vous avez des cacahuètes dans certains gâteaux, il y a certaines personnes qui vont être dérangées. Les allergènes, c'est effectivement quelque chose qu'on trouve très souvent dans la nature, de la même façon qu'on va le trouver dans les cacahuètes, etc. Donc, parfois, il y a certaines personnes pour qui le linalol, par exemple, qui est présent dans l'huile essentielle de lavande, va être allergène. Sauf que ça, c'est une toute petite partie de la population. Et que, en revanche, pour la partie en question, c'est dur à vivre. Alors, pour la partie en question, je vais vous dire ça très simplement, ils ne mettent plus de parfum depuis très longtemps. C'est des gens qui, de toute façon, ne mettent pas de parfum. Moi, je m'intéresse au problème des gens qui portent du parfum sans savoir les autres ingrédients qu'on va trouver dedans et qui sont potentiellement, eux, perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est un engagement fort qu'on a pris de bannir les perturbateurs endocriniens. Et il y en a aussi dans les naturels. Là, il faut faire très attention. Donc, on a supprimé ça de la palette des parfumeurs. Ça n'a pas été évident pour eux. Ça a été un énorme challenge. J'en profite pour saluer IFF-LMR qui nous a accompagnés dans ce projet et qui a fait un super travail là-dessus parce que c'est pas du tout courant pour eux de travailler avec un cahier des charges aussi complexe. C'est un fournisseur d'ingrédients naturels, c'est ça? Absolument. Alors, le marché du parfum, en fait, c'est un marché assez fascinant parce que en amont de la chaîne, en fait, il est assez concentré. Il y a des grands groupes au niveau mondial, donc ça va être IFF, LMR avec qui on a travaillé, ça peut être aussi Firmenich, Givaudan, etc. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Il y en a très peu. Je crois, c'est ça. Alors oui, voilà, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, effectivement, les gros, il y en a à peu près ce chiffre-là. Et en fait, ce sont des gens qui vont faire deux choses. Ils vont sourcer des ingrédients, en fait,
qu'ils soient synthétiques ou d'ailleurs naturels, partout dans le monde. Donc nous, typiquement, on a des ingrédients qui sont sourcés via eux, notamment via LMR, parce qu'ils ont une filiale qui est spécialisée dans les naturels depuis très très longtemps, avec une véritable expertise sur la traçabilité qui promeut l'agriculture raisonnée, etc. Parce que le naturel, c'est bien. Mais si je vous dis que votre parfum, en fait, c'est l'huile essentielle de rose naturelle, mais qu'elle est cultivée avec des centaines de tonnes de pesticides, c'est pas top pour la planète non plus. Antigone, justement, on voulait juste avoir votre point de vue sur le marché français qui voit naître de plus en plus de parfums de niche. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, justement, sur les matières, puisqu'on sait que les ingrédients de synthèse, justement, il y en a beaucoup qui sont des dérivés de pétrole, donc ça pose quelques soucis. Quel est votre point de vue là-dessus ? Mais je pense qu'il y a une prise de conscience et justement, elle est vraiment prise en charge justement par les grands fournisseurs d'ingrédients. Donc justement, comme était cité tout à l'heure, IFF, Firmenich, etc., qui font un travail, je trouve, assez remarquable, notamment pour les conditions de production. Donc, ils ont des accords avec pour essayer de maintenir aussi la chaîne de production, parce que de plus en plus, pour les naturels, ça peut devenir compliqué d'en obtenir, parce que ce ne sont pas des métiers qui rapportent beaucoup d'argent. Et par exemple, il y a des opérations qui sont faites actuellement pour maintenir la culture de la tubéreuse en Inde, avec des aides pour les agriculteurs, pour qu'ils se tournent aussi vers la permaculture, pour leur donner les besoins de pouvoir vivre, et enfin de pouvoir survivre et vivre mieux en Comme on continuant parle les de cultures local, d'ingrédients locaux, Antigone, est-ce que, parce que je sais que Bastille, c'est du Made in France, est-ce qu'on va être aussi dans des enjeux de production locale pour les parfums, de plus en plus ? Production locale, ça me paraît quand même difficile parce qu'il y a des tas d'ingrédients naturels qu'on ne trouve pas en France. Bon, on va avoir de la lavande, on va avoir de la rose, on va avoir différentes choses, mais je veux dire, il y a énormément le jasmin viendra sûrement d'Inde ou d'Afrique du Nord. Les agrumes, on peut en avoir en Italie, un tout petit peu en France, mais je veux dire, il faut accepter que les produits viennent d'ailleurs. Alors justement, Marie-Hortense, comment vous faites du Made in France ? Oui, c'est une grande question. Alors, je pense qu'il y a 3 grands thèmes. Quand on parle de RSE en parfumerie, pour nous, chez Bastille, il y a 3 thèmes. Il y a le sourcing des ingrédients et la transformation des ingrédients. Ça, on en a un petit peu parlé. Aller sourcer des ingrédients, certes, le patchouli, ça pousse pas en France. Le vétiver, ça pousse, voilà, on le source en Haïti, c'est impossible. En revanche, on va faire en sorte que même si l'ingrédient doit être transporté, il est cultivé avec des pratiques agricoles responsables. C'est pour ça que typiquement, nous, on a des ingrédients qui sont certifiés For Life par EcoCert. Donc, on va privilégier des choses qui ont le moins d'intrants possible dans l'agriculture, etc. Ensuite, il y a la transformation, donc toutes les étapes de distillation. Et là, c'est très important de travailler avec des partenaires qui font fonctionner leur outil industriel de façon responsable. Et c'est ça qui est très impressionnant chez LMR. Typiquement, leur usine de distillation qui est à Grasse, dans le sud de la France, le solvant tourne en circuit fermé, ils en perdent 2% par an, mais en dehors de ça, il n'y a pas de déchets, c'est-à-dire que même les déchets floraux sont valorisés derrière en biomasse. Et le troisième point, qui est hyper important, je termine là-dessus, c'est vraiment l'essentiel, c'est le packaging. Le parfum, c'est un gabegie encore aujourd'hui, avec des packagings qui sont monstrueux, énormes, avec énormément de plastique. Donc c'est là qu'il doit y avoir un effort. Et nous, on fabrique en France et le plus minimaliste possible. Voilà. Et avec ce parfum Bataille, vous avez remporté le prix de l'innovation responsable grâce à ce parfum. Merci beaucoup. Merci Marie-Hortense. Merci Antigone Schilling. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas, gaspillage alimentaire. Smart Ideas, c'est la bonne idée du jour avec notre invité Jean Moreau. Bonjour. 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 Bienvenue, vous êtes le fondateur et le président de Phoenix. C'est d'ailleurs la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Bon, j'imagine que pour vous, c'est toute l'année, mais ça, on y reviendra dans un instant. Et puis, vous venez de lancer avec F. Sadoun le mouvement Impact France. De quoi s'agit-il ? On va commencer par ça. Le mouvement Impact France, c'est l'évolution d'un mouvement qui a 10 ans, qui s'appelait le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui était un mouvement de pionniers, de gens qui avaient construit une économie un peu différente, qui avaient promu une autre façon d'entreprendre. Et j'entends par là des NRCOP, des groupes SOS, des Biocop, qui montraient qu'on pouvait à la fois avoir des modèles de gouvernance un peu plus éclairés, créer des entreprises qui marchent, mais avec un impact social et environnemental positif. Et donc on a voulu à la fois être dans la lignée de ce mouvement-là, puis passer à l'échelle d'après en disant on construit progressivement et sans compétition d'agressivité une alternative au MEDEF en disant voilà, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui portent un autre projet pour l'entreprise, qui réinvente un peu le rôle de l'entreprise dans la société,
C'est ça, qui va être plus tiré vers l'intérêt général, c'est ça le bien commun ? Exactement, qu'on sorte de la caricature du capitalisme qu'on a pu connaître dans les années 90-2000 et qu'on dise, en fait, maintenant, il y a une autre génération avec des boîtes qui ont un impact social et environnemental fort et qui participent à faire de la planète un endroit plus fréquentable, qui ne sont pas juste des machines à chiffre d'affaires, à rentabilité, au service de l'actionnaire, qui s'adressent aussi à des problématiques d'intérêt général. Donc c'est ce qu'on porte. Et pour ça, il y a un outil, vous proposez l'Impact Score. Vous nous rappelez de quoi il s'agit, à quoi il sert en fait ? Alors l'Impact Score, c'est un outil en ligne, donc c'est un formulaire où vous avez sur une vingtaine de questions toutes les grandes thématiques qui nous sont chères, c'est-à-dire la dynamique d'inclusion dans l'entreprise, la diversité, la parité, quel est votre impact social, quel est votre impact écologique, comment vous partagez les richesses entre le patronat, le salariat, l'actionnaire, les financeurs. Et donc voilà, en quelques clics, de façon déclarative, vous pouvez en transparence dire où en est votre organisation. On n'est pas radicaux, c'est un chemin qu'on propose. Donc il y a des gens qui seront dans la locomotive de tête et qui auront 100%. Il y a des gens qui seront plutôt dans la voiture balai et qui auront 20 points sur 100. Mais l'idée, c'est le chemin, le progrès vers des boîtes qui ont un impact social et écologique plus fort et qui est un partage de la valeur et des richesses et de la gouvernance, du pouvoir aussi, qui soit un peu plus éclairé que dans ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. L'idée, c'est de montrer aussi que les entreprises à impact sont rentables et font du chiffre. Absolument. Et c'est là que le bas blesse, pour être honnête, à date en tout cas. Il y a encore à mes yeux trop peu de success stories, trop peu de belles histoires. Alors il y a les pionniers que j'ai décrits, que j'ai mentionnés. Il y a des gens comme Back Market, comme Yuka, comme nous, modestement à notre niveau chez Phoenix. Mais on est encore trop peu nombreux. Et du coup, mais pourquoi ? Parce que ça communique pas ou parce que c'est difficile d'être rentable quand on prend ses engagements ? Non, je pense qu'au contraire, je pense qu'on est nous, on surfe sur une tendance de fond qui est une attente des consommateurs, des talents, même des financeurs, d'avoir des métiers un peu hybrides comme ça et puis d'avoir un impact fort. Donc je pense qu'on se trompe pas du tout. C'est juste que c'est des choses qui sont nouvelles. Donc pour l'instant, il y avait un peu d'appréhension. Très souvent, les gens, quand on dit nous on lutte contre le gaspillage alimentaire, on milite pour la solidarité, on nous range dans la catégorie ONG, association non marchand. Et on a du mal à prouver qu'en fait, on peut avoir une start-up qui n'a rien à envier à un Doctolib, à un Blablacar, mais qui pour autant essaye d'avoir un impact extra-financier positif. Mais voilà, pour l'instant, on était un peu dans des cases. On essaye de montrer quelques-uns, on essaye de montrer qu'en fait, il y a une voie médiane à mi-chemin entre le CAC 40 et les Restos du Cœur, et qui est une voie d'avenir, je pense. Le temps file vite, il reste 2 minutes pour parler de Phoenix, mais vous étiez déjà venu et vous reviendrez, il n'y a pas de souci. Vous proposez 4 alternatives à la poubelle, dont aux associations caritatives, dont pour l'alimentation animale, vente à prix réduit, compost et méthanisation. Je voudrais juste qu'on fasse un focus sur la vente à prix réduit. Ça fonctionne comment, ça ? Alors, c'est une application mobile qui s'appelle l'application Phoenix, qui permet à tous les consommateurs de se connecter sur l'appli, de voir autour d'eux, en étant géolocalisé, les commerçants qui proposent des paniers d'invendus. Donc c'est des boulangeries, un magasin de proximité type Franprix ou Biocoop, ou un primeur. Et ces magasins-là vont avoir en fin de journée, à partir de 18h, 19h, des excédents qui vont être promotionnés à moins 50 ou moins 70%. Comme se fait l'application Too Good To Go. Voilà, exactement. On est une alternative à Too Good To Go, un concurrent, partenaire. En tout cas, c'est assez similaire. Ça propose aux consommateurs du coup de s'engager contre le gaspillage, de faire un geste, de sauver des produits de la poubelle et en même temps d'économiser sur son budget achat, sur son budget course. Et dans le contexte actuel, où beaucoup de gens sont en activité partielle ou avec un pouvoir d'achat réduit, je pense que tout le monde est content de pouvoir économiser quelques euros par jour sur son panier d'alimentaire. L'idée de Phoenix, c'est aussi de faire intégrer, d'accompagner les gens dans cette prise de conscience de l'économie justement pas linéaire, circulaire, par opposition à l'économie linéaire. Il y a encore du chemin ? Oui, il y a encore du chemin parce qu'on a très très facilement le réflexe de la poubelle, où on met tout à la poubelle, ça part dans un centre de tri, et puis en incinération, en décharge. Mais non, le déchet a de la valeur. Et non, voilà, on essaye de rendre sexy une matière qui jusque-là a été assez répugnante, qui est l'invendu, le déchet, et on dit, non, en fait, ça, c'est un gisement de valeur, c'est potentiellement de l'or. Et voilà, un peu comme des alchimistes, on réveille le potentiel des déchets, on réveille le potentiel des invendus. C'est la mission de Phoenix. Donc ne jetez plus n'importe quoi. Exactement. Et pourquoi vous me regardez ? Je fais très attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon vent. Jean Moreau, bon vent à Phoenix. On peut dire ça pour un oiseau qui renaît de ses cendres, évidemment. Fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart. À demain. Et